Dans exactement 2 ans, la Russie de Poutine sera prête à attaquer un pays de l'OTAN. Et ce n'est plus une théorie du complot. C'est la conclusion de rapports officiels des services de renseignement occidentaux, publiés par l'Institut international d'études stratégiques de Londres. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'armée russe est déjà en train de recréer d'anciens districts militaires soviétiques. Une réorganisation territoriale qui n'existait pas depuis la guerre froide et qui a été spécifiquement conçue pour affronter l'OTAN. De plus, ils forment de nouveaux corps d'armée à la frontière avec la Finlande et positionnent des ogives nucléaires tactiques en Biélorussie, à moins de 200 km de la Pologne et des États baltes. Le commandant suprême de l'OTAN en Europe a fait une révélation alarmante à propos de tout ce qui se passe. Il a affirmé que, malgré les lourdes pertes en Ukraine, la Russie est en train de reconstruire son arsenal militaire, à un rythme que personne n'attendait. Plus préoccupant encore est le plan que les analystes militaires ont identifié. Il existe un point vulnérable spécifique, une petite bande de terre qui, si elle était capturée, pourrait permettre à la Russie d'isoler complètement 3 pays de l'OTAN du reste de l'Alliance, rendant leur défense pratiquement impossible. L'analyse de l'Institut international d'études stratégiques de Londres est assez alarmante à cet égard. Ils affirment que si la guerre en Ukraine se termine par un cessez-le-feu dans les prochains mois, la Russie pourra reconstituer ses forces terrestres au niveau antérieur à 2022 en seulement 2 ans. Cela signifie que dès 2027, le Kremlin serait en mesure de défier militairement les alliés occidentaux. L'agence de renseignement de la défense du Danemark va encore plus loin dans ses projections. En seulement 6 mois après un cessez-le-feu en Ukraine, la Russie pourrait déclencher un conflit localisé avec un voisin. En 2 ans, elle serait prête pour une guerre régionale en mer Baltique et, dans 5 ans, si les États-Unis n'interviennent pas, elle serait en mesure de lancer une attaque de grande envergure contre toute l'Europe. Comme l'a dit la première ministre estonienne de l'époque, Kaja Kallas, dans des mots qui devraient glacer le sang de tout dirigeant européen. La question n'est pas de savoir s'ils déclencheront la prochaine guerre, mais quand. Mais a-t-elle raison ? Avons-nous des preuves que ce plan est déjà en cours ? Eh bien, commençons par les bases. La réorganisation complète de l'armée russe. Poutine et son ministre de la Défense, Shoigu, ont annoncé l'augmentation des forces armées d'1 150 000 à 1 500 000 militaires actifs. Cela inclut la création de 2 nouvelles armées et de 30 nouvelles grandes unités, toutes orientées vers le flanc occidental de la Russie. Le plus révélateur, c'est la recréation des districts militaires que nous avons mentionnés précédemment, Moscou et Leningrad. Pendant la guerre froide, ces districts n'étaient pas de simples divisions administratives, mais bien les centres de commandement avancés de l'Union soviétique contre l'OTAN. Le district militaire de Leningrad contrôlait toutes les forces le long de la frontière finlandaise et de la Baltique, tandis que celui de Moscou était le noyau de la défense stratégique du cœur de la Russie. Après l'effondrement soviétique en 1991, ces districts ont été dissous et unifiés dans le district militaire occidental, dans le cadre de la démilitarisation et de la réduction des tensions avec l'Occident. Et là se pose la question. Pourquoi Poutine, 3 décennies plus tard, serait-il en train de restaurer exactement la même structure militaire que l'Union soviétique utilisait pour affronter l'OTAN ? Voyez-vous, ce n'est pas seulement un changement bureaucratique. C'est la résurrection de toute une posture militaire offensive tournée vers l'Ouest. Cette réorganisation territoriale n'a de sens que si le Kremlin prévoit de rétablir l'influence soviétique et se prépare à d'éventuelles opérations militaires contre l'Europe de l'Est. Regardez cette carte. Ceci est la région de Carélie, qui se trouve à la frontière avec la Finlande. Là-bas, la Russie a formé un nouveau corps d'armée et active une brigade de missiles équipés de systèmes Iskander-M. Des missiles tactiques capables d'atteindre des cibles à des centaines de kilomètres
pouvant potentiellement transporter des ogives nucléaires. Simultanément, les Russes ont déployé une nouvelle force aérienne et de défense antiaérienne dans le nord-ouest, positionnant des régiments de chasseurs, de bombardiers et des unités de missiles S-400 couvrant la région de Saint-Pétersbourg et la frontière finlandaise. Maintenant, passons à la révélation faite par le commandant suprême de l'OTAN. Bien qu'elle ait perdu environ 3000 chars et 9000 véhicules blindés en Ukraine, la Russie est en train de les remplacer tous, beaucoup plus rapidement que ce que n'importe quel expert attendait. Et tu veux savoir comment c'est possible ? Eh bien, la Russie a mis son économie en mode de guerre totale. Ses usines d'armement fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'anciennes chaînes de montage de l'époque soviétique ont été réactivées, tandis que des pays comme l'Iran et la Corée du Nord fournissent des composants, et même des armes complètes. Poutine affirme que 60 000 nouveaux soldats s'engagent chaque mois. Même si ces chiffres sont exagérés, le flux constant de nouvelles recrues permet à la Russie de compenser ses pertes et de former de nouvelles unités. La qualité de ces recrues orléans formées rapidement est discutable, mais on ne peut pas nier que la quantité compte toujours sur le champ de bataille. Et les spécialistes de la défense pensent que toute cette puissance militaire renouvelée n'est pas seulement destinée à poursuivre la guerre en Ukraine. Tout indique que Poutine prépare son armée à des défis bien plus importants. Et à cet égard, si Poutine décidait vraiment de tester la détermination de l'OTAN, savez-vous où il attaquerait en premier ? Tous les analystes sont d'accord sur ce point. Les États baltes sont les plus vulnérables. Leurs défenses sont limitées et dépendent totalement du soutien de l'Alliance. Juste à côté de ces pays se trouve le corridor de Suwałki, une bande de seulement 65 km à la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Ce petit territoire est la seule liaison terrestre entre les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, et le reste de l'OTAN. Ce qui le rend si stratégique, c'est qu'il sépare l'enclave russe de Kaliningrad de la Biélorussie. Si la Russie parvient à prendre ce corridor, les forces de Kaliningrad pourraient rejoindre celles de la Biélorussie, créant une barrière physique qui isolerait complètement les 3 pays baltes du reste de l'Alliance. Le ministre de la Défense de l'Estonie a averti que, si les combats en Ukraine cessent, des centaines de milliers de soldats russes seraient disponibles pour que Poutine les déploie contre le flanc est de l'Alliance. Cette perspective d'une Russie libérée des entraves ukrainiennes est ce qui inquiète le plus les pays frontaliers. Mais tout indique que Poutine ne fait pas que se préparer. Il teste déjà jusqu'où il peut aller sans provoquer une forte réaction de l'Occident. Vous voulez un exemple ? En mars 2020, 3 chasseurs russes ont abattu un drone militaire américain au-dessus de la mer Noire. C'était le premier incident direct entre les forces russes et américaines depuis le début de la guerre. Comme si cela ne suffisait pas, des pays nordiques signalent des violations répétées de leur espace aérien, tandis que des infrastructures importantes en Europe subissent des attaques suspectes. En 2022, les gazoducs Nord Stream ont été sabotés en mer Baltique. L'année suivante, un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie a été endommagé, avec des preuves de la présence d'un navire russe dans la zone. Au Royaume-Uni, des capteurs sous-marins cachés ont été découverts près des bases de sous-marins nucléaires britanniques. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais bien d'une partie d'un plan coordonné pour voir jusqu'où la Russie peut aller, sans faire face à de graves conséquences. L'OTAN, observant tout cela, a décidé de ne pas rester les bras croisés face à ces menaces. La Pologne, par exemple, prévoit d'investir plus de 4% de son produit intérieur brut dans la défense, la plus grande proportion de toute l'Alliance, afin de doubler ses forces terrestres et de faire de son armée la plus grande d'Europe. Le pays a commandé des centaines de chars Abrams et Apache aux États-Unis, près de 1000 chars K2 à la Corée du Sud, ainsi que des systèmes de lance-roquettes, High Mobility Artillery Rocket System, des batteries anti-aériennes, Patriot
et des chasseurs F-35. Les États baltes renforcent également leurs frontières. La Lituanie a annoncé le déploiement de champs de mines terrestres près de Kaliningrad et de la Biélorussie, investissant environ 900 millions de dollars dans un vaste plan de défense. L'OTAN a renforcé sa présence militaire à l'Est, créant de nouveaux groupements de combat multinationaux à sa frontière. Ce que nous pouvons observer ici, c'est que le résultat de la guerre en Ukraine sera décisif pour les plans futurs du Kremlin. Si Poutine parvient à obtenir un cessez-le-feu qui lui permette de conserver les territoires occupés, il gagnera un temps précieux pour regrouper ses forces. Et c'est précisément cette préoccupation des dirigeants occidentaux qu'un cessez-le-feu prématuré serve de pause pour permettre à l'armée russe de reprendre son souffle. L'historique récent renforce cette crainte. En 2014, la Russie a annexé la Crimée et a infiltré des troupes et des armes dans l'est de l'Ukraine, soutenant les séparatistes dans les régions de Donetsk et Louhansk. Lorsque la communauté internationale a fait pression pour un cessez-le-feu, les soi-disant accords de Minsk ont été signés. En théorie, ces accords devaient mettre fin au combat et établir une solution politique au conflit. En pratique, ils sont devenus une farce stratégique. Alors que l'Ukraine était poussée à respecter les exigences, la Russie violait continuellement les termes, envoyant des armes, des volontaires et même des unités militaires régulières déguisées dans le Donbass. Pendant les années de conflits gelés dans le Donbass, plus de 14 000 personnes sont mortes malgré le prétendu cessez-le-feu. Moscou a utilisé cette période non pas pour rechercher la paix, mais pour transformer l'est de l'Ukraine en une base militaire avancée, entraîner des forces séparatistes et préparer silencieusement ses troupes pour l'invasion à grande échelle en 2022. C'est exactement ce schéma que les dirigeants européens craignent de voir se répéter. Le président Zelensky a déjà déclaré qu'il n'acceptera pas un cessez-le-feu qui laisserait des troupes russes sur le sol ukrainien, car cela ne donnerait au Kremlin que l'occasion de se regrouper, de se réarmer et d'attaquer à nouveau, comme cela s'est produit après les accords de Minsk. Comme vous pouvez le voir, la guerre en Ukraine n'est pas un conflit isolé. Elle fait partie d'un plan plus vaste de Poutine visant à restaurer l'influence russe en Europe de l'Est. Les rapports des services de renseignement sont clairs. Si la guerre en Ukraine se termine avec la Russie conservant des territoires, Poutine a déjà ses prochaines cibles en ligne de mire. Nous ne parlons pas de théorie, mais d'actions concrètes qui se produisent déjà. Il est en train de recréer les mêmes structures militaires de l'époque soviétique, de remplacer les chars et les armements perdus en un temps record, et de positionner des troupes et des missiles stratégiquement près des frontières de l'OTAN. C'est comme voir quelqu'un construire une arme pièce par pièce devant vous, tout en promettant qu'il ne va pas l'utiliser. Toutes les pièces du puzzle semblent être assemblées dans un seul but, préparer la Russie à une guerre plus vaste dans les 2 prochaines années, avec des cibles bien définies en Europe. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu vraiment que ce rapport de Londres indique une nouvelle réalité? Ou est-ce simplement de l'alarmisme? Et est-ce que l'OTAN sera prête à faire face à ce scénario dans les prochaines années? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses géopolitiques comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.